Bonjour Najat Vallaud-Belkacem, bienvenue. Bonjour, Vous merci. publiez chez Librio Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté. Et puis je rappelle que vous êtes donc la directrice France de cette ONG One. Vous dites que le monde d'aujourd'hui a plus que jamais besoin de solidarité internationale. Est-ce que c'est un constat qui est notamment lié à la pandémie de Covid-19 ? Alors c'était un constat qui valait déjà avant que n'éclate cette pandémie, mais honnêtement qui est renforcé évidemment, qui est mis en exergue, puisque finalement ce qui est mis en exergue dans cette crise, c'est aussi nos interdépendances. C'est-à-dire que le virus ne connaît pas de frontières, donc par définition, seule la coopération entre États, donc la solidarité internationale, aura un effet efficace pour éradiquer ce virus. Et on comprend bien aujourd'hui, par exemple, que si vaccin il y a, ce vaccin doit être un bien public mondial, ce vaccin doit arriver auprès de toutes les populations, parce que si les populations du bout du monde ne sont pas immunisées, comme on continuera à vivre dans un monde de mobilité, on aura beau se vacciner, nous, on ne sera pas à l'abri. Oui, mais alors on n'y est pas, parce que déjà au sein de l'Europe, on voit qu'il y a une bagarre autour du vaccin AstraZeneca, alors le Royaume-Uni est sorti de l'Europe, mais quand même entre les pays européens et les Anglais. Mais bien sûr, et du coup, ce qui est mis en lumière à travers ces quelques exemples, c'est l'absence de coopération. C'est-à-dire que nous, chez One... Enfin, il y a eu une coopération européenne, puisqu'il y a eu un achat groupé qui a permis d'avoir des prix intéressants. Mais la question, quand on parle de coopération, c'est pas simplement ce que font les États, c'est aussi ce que font les laboratoires pharmaceutiques. Ouais. Nous, chez One, voilà des mois et des mois que nous plaidons, par exemple, pour que, dès lors que les laboratoires pharmaceutiques ont collecté de la part des États des milliards de dollars d'argent public, c'est 10 milliards au bas mot d'argent public qui ont été mis dans l'appui à la recherche, le développement, la production de ces vaccins, eh bien, il faut que les laboratoires pharmaceutiques rendent des comptes. Et les laboratoires pharmaceutiques doivent veiller à ce que, finalement, ces vaccins ne soient pas détournés au profit d'intérêts privés, et notamment de leur rentabilité. Donc, la question pour nous, depuis des mois, c'est de dire, faites toute la transparence sur la tarification, sur la répartition des doses, et surtout, partagez vos droits de propriété intellectuelle. Lorsque le premier laboratoire arrive à trouver un vaccin qui marche, il faut que les capacités de production soient très grandes et à travers le monde entier. Donc, il faut qu'on soit en mesure de mettre une pause ou une dérogation à des règles de propriété intellectuelle pour le moment qui sont trop rigoureuses. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une logique à ce que les États qui ont financé prioritairement la recherche profitent eux aussi du vaccin prioritairement ? Alors, ce serait la logique intuitive. En réalité, elle est contre-intuitive. Pourquoi ? Dans le sens où, en fait, c'est pas parce que les États... D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, je vais vous dire, aujourd'hui, très concrètement, c'est clairement la situation. Sur l'ensemble des doses de vaccins qui sont disponibles, la moitié de ces doses ont été réservées par 4 États ou régions, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Ces 4 États ou régions représentent 11% de la population mondiale. Ils ont réservé la moitié des doses de vaccins disponibles. Est-ce que c'est normal ? Les 2 tiers de la population mondiale vivent dans des pays dans lesquels n'est pas encore arrivée la moindre dose de vaccin. Le problème de ça, c'est quoi ? Donc ça, c'est du non-coopératif en réalité. C'est que, encore une fois, si vous vaccinez même l'exclusivité de votre population, mais qu'ailleurs, le virus continue à courir, que des variants apparaissent, comme on le voit au Brésil, en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne, etc., eh bien, même les mesures que vous avez prises dans votre pays, au bout d'un moment, elles sont inefficaces parce que la contagion fait que de toute façon, ça va nous revenir en boomerang. Donc, nous devons, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a défini, par exemple, un protocole qui me paraît bien plus pertinent, qui consiste à dire il faudrait que dans tous les pays du monde, nous vaccinions 20% de la population correspondant aux plus vulnérables, les plus âgés, les personnels de santé, etc. Ça me paraît plus pertinent, de commencer par les plus vulnérables de tous les États. Et pour ce faire, il y a un mécanisme international qui a été mis en place, qui s'appelle COVAX, dont vous avez forcément entendu parler, auquel les États doivent apporter une contribution financière. Et nous sommes loin du compte, honnêtement. La France, aujourd'hui, participe peut-être à hauteur de 100 millions d'euros à cet effort international. Normalement, sa quote-part devrait être d'1 milliard d'euros. Donc, il faut vraiment aller plus loin et l'assumer. Qu'est-ce qui freine les États, d'après vous ? C'est l'enjeu politique ? Le fait de ne pas oser dire à son opinion ou
Vous aurez peut-être moins de doses à court terme, mais pour reprendre votre raisonnement, c'est un enjeu à long terme sur lequel il faut s'engager? En fait, je voudrais vraiment bien me faire comprendre. Il faut distinguer d'une part le fait pour un État riche comme le nôtre, par exemple, de pré-réserver des doses de vaccins. Et donc, sachez-le, nos États européens ont d'ores et déjà réservé l'équivalent de 3 fois leur population en doses de vaccins. 3 fois leur population. Le Canada, 8 fois sa population. D'accord ? Donc on a surréservé. Et c'est un problème parce que dans un premier temps, compte tenu des capacités de production limitées, il n'y a pas des milliards de vaccins. Donc on a surréservé ces doses de vaccins. Et donc distinguer ça et la stratégie de vaccination ensuite. Et donc aujourd'hui en France, ce que le grand public voit, c'est une stratégie de vaccination qui dysfonctionne, qui n'est pas à la hauteur. Oui, mais vous ne répondez pas tout à fait à la question non, sur l'impact d'une telle décision, d'une solidarité internationale, sur une opinion publique et son impact politique, électoral même, on peut dire les choses. En réalité, si vous reprenez ce pourquoi on plaide, c'est-à-dire l'augmentation des capacités de production et le fait que nos États riches donnent à ce mécanisme international qui s'appelle COVAX, qui permet de fournir des doses aussi aux pays pauvres, cela ne porte aucunement préjudice à nos populations, à nous. Cela ne porte aucunement préjudice, même, j'allais dire, l'augmentation des capacités de production à l'échelle mondiale, le partage des droits de propriété intellectuelle entre laboratoires pharmaceutiques aura comme effet d'éviter les catastrophes qu'on connaît avec quand Pfizer est en retard de livraison et on se dit « Oh mon Dieu, on ne va pas pouvoir vacciner comme on le souhaitait » en France. Parce que si on a plus de capacités de production partout dans le monde, eh bien, on aura plus de vaccins sur la scène. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, cette pandémie, elle aggrave la pauvreté, l'extrême pauvreté dont vous parliez. On va la définir, c'est moins de $2 par jour. 1,9$ pour être précis, c'est un peu moins d'1,60 €. Voilà, l'extrême pauvreté, c'est vivre avec 1,60 € par jour. Et ça concerne quoi, environ 850 millions de personnes sur la planète aujourd'hui, à cause de la pandémie. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on en était à peu près à 700 millions d'extrêmes pauvres dans le monde. Et la pandémie, on estime que ça va faire 150 millions d'extrêmes pauvres supplémentaires sur cette année 2020-2021. Et vous l'avez dit, le montant avec lequel les individus vivent, ça veut dire le dénuement le plus complet. Ça veut dire pas d'accès aux soins de première nécessité, une alimentation très limitée, des problèmes de famine parfois, pas d'accès à l'éducation. Donc c'est une situation de laquelle il faut absolument extraire le moindre individu qui y est. On a réussi historiquement à faire baisser ce nombre, puisque, comme vous le savez peut-être, au début des années... entre le début des années 90 et aujourd'hui, cette extrême pauvreté a baissé de 75%. 75%. Donc aujourd'hui, vous dites, allons au bout, quoi. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout, vraiment. Et alors, vous proposez, c'est dans une tribune qui a été publiée le 19 janvier dernier dans le journal Libération, je vous cite, « Osons une taxe sur les transactions financières européennes qui financerait en partie cette aide grâce à une juste redistribution des profits mondiaux. Oui, quoi qu'il en coûte, comprenons que nous avons ce monde en partage ». Je vais revenir sur le quoi qu'il en coûte, évidemment, parce qu'il y a la référence à Emmanuel Macron. Mais d'abord, cette taxe sur les transactions financières européennes. Si je voulais être un peu provoque, vous voulez que tous les traders retournent à Londres? Non, pas du tout. Le sujet, c'est que, d'abord, il ne s'agit pas des traders. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le déclenchement de la crise Covid-19... on a assisté à une hausse incroyable de ce type d'investissement dont on se demande aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il n'est pas taxé alors que tout le reste l'est. Et cette taxe sur les transactions financières, donc cette taxe sur les capitaux, elle aurait l'immense avantage d'apporter à l'Union européenne quelques 60 milliards d'euros supplémentaires par an qui pourraient, selon moi, être très justement utilisé, notamment pour l'aide publique au développement. Parce qu'on voit bien qu'il est de plus en plus difficile pour nos États de dégager des ressources pour cette aide publique au développement, parce que oui, la crise est là, qu'on dépense aussi pour autre chose. Mais là, les places financières sont en concurrence. Et le Brexit a provoqué un afflux, pas si important que ça, mais quand même un afflux de personnel, de sièges sociaux. Francfort et Paris se bagarrent pour récupérer. Je crois que c'est Choose Paris Région qui parle de 3500 emplois directs créés ou en cours d'implantation sur la place financière parisienne avec le Brexit. Il y a un risque, si vous créez une taxe financière européenne,
que ces emplois repartent à Londres. C'était l'argument qu'on avait utilisé, enfin qu'avaient utilisé ces détracteurs au moment où a été créée la taxe sur les transactions financières en France, puisque, comme vous le savez, nous en avons une. Et ça ne s'est absolument pas avéré. Et je pense que, justement, il faut regarder l'histoire, ce qui a été réalisé, et se rendre compte qu'aujourd'hui, de toute façon, on a besoin de ressources publiques plus importantes, et que ces ressources publiques, elles ne peuvent pas venir indéfiniment de l'augmentation des impôts, pour le coup, soit sur les individus, soit sur les entreprises, et qu'il faut aussi taxer les capitaux, évidemment. Le quoi qu'il en coûte, dans votre citation, il y a aussi cette référence au quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, qui est devenu le symbole de cet argent qui maintient à flot des milliers d'entreprises en grave difficulté. Est-ce que vous pensez que cet argent est mal utilisé ? Pas nécessairement. Je pense, vous savez, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que fait ce gouvernement, vous l'aurez compris, mais je pense qu'en matière économique et sociale, dans les grandes lignes, depuis le déclenchement de la crise, on a eu beaucoup de chance d'être en capacité d'offrir le chômage partiel, d'avoir une protection sociale, de venir en aide à un certain nombre de secteurs économiques. Cela étant, il y a des angles morts quand même dans cette politique, et notamment sur la question sociale. On l'a vu, la pauvreté, la situation des étudiants ou des jeunes de moins de 25 ans à qui on refuse toujours de donner des moyens de subsistance qui pourraient être, par exemple, un RSA ouvert aux moins de 25 ans. Tout ça, c'est des réponses qui ne sont pas apportées par le gouvernement, et c'est dommage. Mais pour le reste, je crois que c'était normal d'être dans le quoi qu'il en coûte, si c'était ça votre question. Oui, c'était en partie ça. Mais c'est vrai qu'on a pas les seuls. La France est sans doute l'un des pays les plus protecteurs depuis le début de cette crise, ça c'est sûr. Mais derrière cet argent là, magique, c'est l'une des expressions qu'on emploie souvent, il y a la question, mais pourquoi on n'a pas sorti cet argent plus tôt, et peut-être notamment pour éradiquer l'extrême pauvreté, comme vous disiez à l'instant. Je suis infiniment d'accord avec vous. C'est-à-dire que, en fait... Oui, mais alors, pardon, vous me voyez venir. Vous avez été aux affaires pendant plusieurs années avec François Hollande, et la gauche a été aux affaires pendant 20 ans sur les 40 dernières années. Mais quand je dis je suis d'accord avec vous, c'est que je pense que cette crise du Covid-19 aura l'immense avantage de nous avoir fait prendre conscience qu'on vivait dans un monde de règles et de carcans qui nous empêchaient de faire des choses qu'il faut absolument remettre en question aujourd'hui, puisque voilà, confronté à une urgence vitale. Alors c'est vrai que ce qui a provoqué finalement le fait d'envoyer valser tous ces carcans, c'est d'être confronté à la question de l'urgence vitale, au fait de se dire qu'est-ce qui doit primer. C'est évidemment la préservation des vies humaines. Et à ce moment-là, on a été prêt à mettre sur arrêt l'activité économique, ce qu'on n'aurait jamais imaginé 2 ans plus tôt. Bon, donc je pense que normalement, on doit ressortir de cette crise avec une autre vision de la façon dont le capitalisme fonctionne, une autre vision de la façon dont nos services publics sont absolument essentiels et doivent être raffermis plutôt qu'appauvris, et aussi une autre vision de la hiérarchie des valeurs dans notre société, de quel métier mérite d'être payé un peu plus et d'autres sans doute un peu moins. Enfin, je veux dire, c'est des sujets absolument fondamentaux qui étaient un peu tabous jusqu'à présent. Je crois que la crise du Covid-19 a permis de lever des tabous. Dans cette émission, on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise, de directeurs RSE qui s'engagent dans la transition écologique. On a clairement dépassé la prise de conscience, et dans beaucoup d'entreprises, on est passé aux actes. Est-ce que ça vous rend optimiste d'une certaine façon ? Vous parliez du modèle capitaliste, sur la capacité de ce modèle à évoluer, à se transformer. Alors pour être tout à fait franche avec vous, moi j'ai beaucoup évolué, puisque vous me disiez, rappelez-vous que vous avez été en responsabilité politique. C'est vrai que j'ai été en responsabilité politique. C'est vrai aussi qu'à partir de 2017, je me suis donné la possibilité, et j'ai bien fait, je crois, d'aller vivre d'autres expériences et de passer notamment 2 ans dans le secteur privé où j'ai pas mal travaillé, dans notamment un institut de sondage, voilà, dans une entreprise qui fait notamment des sondages, mais plus généralement des enquêtes pour comprendre les sociétés. C'est une multinationale, donc à l'échelle du monde. Et dans ce cadre, j'ai été amenée à travailler avec pas mal d'entreprises sur les questions de responsabilité sociétale aussi. Et je dois vous avouer que ma perception de ce sujet a évolué, dans le sens où je vois beaucoup mieux à quel point les entreprises peuvent être des acteurs du changement aujourd'hui. Non pas que je les sous-estimais par le passé, mais j'avais cette vision où évidemment c'était d'abord l'intérêt financier, l'intérêt, la rentabilité qui l'emportait toujours sur tout.
Je crois aujourd'hui que notamment du côté des grandes entreprises qui aussi peuvent se le permettre, il faut le dire les choses comme cela, il y a une capacité à agir sur son environnement et une façon de l'assumer de plus en plus. Vous évoquez la transition écologique, mais par exemple, je suis très investie à titre personnel sur l'emploi des réfugiés. Et j'ai eu beaucoup d'occasions de discuter avec des entreprises qui, au fond, sont apparus assez rapidement convaincus de la nécessité de faire quelque chose sur ce sujet, alors que ce n'est pas des sujets faciles, honnêtement, quand on prend le débat public. Et j'ai trouvé beaucoup de courage dans un certain nombre de grandes entreprises qui ont décidé d'assumer, de réserver des emplois à des réfugiés, parce qu'il n'y a pas qu'au pouvoir public de gérer cette question de l'inclusion des réfugiés, parce que une fois qu'il est en emploi, le réfugié apparaît un peu moins comme un poids sur nos systèmes de sécurité sociale, etc. Donc j'en ressors assez agréablement. Est-ce qu'en ressortant justement muni de cette expérience, enrichi de cette expérience, vous diriez que le levier économique ou le levier du monde économique peut être plus efficace que le levier politique pour la transition écologique notamment? Eh bien, prenons la transition écologique. C'est clair, c'est vraiment très clair que lorsqu'une entreprise d'une certaine taille s'engage sur ces questions de transition écologique, elle va avoir un impact double. Elle va avoir un impact sur ses employés, très direct. Et souvent, d'ailleurs, les employés, pour avoir fait pas mal d'enquêtes d'opinion, y compris au sein des entreprises, ça, je m'en suis rendu compte, sont fiers que leur entreprise prennent le taureau par les cornes sur des grands sujets de société qui nécessitent de voir le monde autrement et de s'y impliquer. Ça crée un sentiment d'appartenance à une communauté au sein de l'entreprise, une fierté, c'est très valorisant. Et deuxièmement, puis évidemment, ça attire aussi un certain nombre de nouveaux employés de la jeune génération qui est particulièrement sensible à tout cela, comme vous le savez, à l'éthique des entreprises. Et deuxièmement, un impact sur ses consommateurs. Et ça, je crois en effet à la capacité de transformation des perceptions des entreprises en direction de leurs consommateurs. Oui, vous dites que la mutation, elle se fait aussi sous cette double pression. Absolument. Des consommateurs et des salariés qui sont les uns et les autres des citoyens. Alors oui, absolument, mais vous voyez, souvent on pense les consommateurs comme acteurs de pression sur les entreprises. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est que parfois, c'est les entreprises qui, par leur comportement vertueux, vont changer les perceptions des consommateurs d'une façon vertueuse. Et ça, je trouve que c'est quand même très intéressant. Parce que, précisément, n'apparaissant pas comme des acteurs politiques, malheureusement, la politique est quand même assez déconsidérée dans notre monde et dans notre pays, passant souvent pour cherchant à vous vendre quelque chose, à vous imposer quelque chose. Les entreprises ne sont pas vécues comme ça. En fait, les gens ont une meilleure opinion des entreprises, bien souvent, que des hommes et des femmes politiques. Je ne devrais pas dire ça, c'est terrible, mais c'est ainsi. Ou c'est de la lucidité. Du coup, lorsqu'une entreprise s'engage en direction d'une économie décarbonée, etc., ça impulse quelque chose, je trouve. Mais vous croyez quand même encore dans le pouvoir des politiques pour changer le modèle ou pour le faire évoluer? Je pense qu'en fait, on est complémentaires. On est totalement complémentaires. Mais il faut qu'on apprenne à travailler les uns et les autres dans cette complémentarité. Souvent, les responsables politiques ignorent, et d'ailleurs, je m'en suis fait l'écho, y compris à titre personnel à l'instant, c'est-à-dire ignorent la capacité énorme d'action des entreprises. Ou ne savent pas comment la prendre. Il faut dire que comme les pouvoirs publics sont aussi dans une relation aux entreprises qui est une relation de mise en place de règles fiscales, etc. Enfin, il y a aussi une relation qui est complexe. Mais il faut néanmoins avoir cette recherche de complémentarité. L'action politique reste quand même le centre de ce qui permet de faire changer un pays et une société. Donc, évidemment. C'est pour ça que vous y replongez, ou vous allez peut-être y replonger, parce que c'est pas encore officiel, mais vous serez sans doute tête de liste pour le Parti socialiste aux élections régionales en novembre. Non, mais c'est loin d'être... Honnêtement, ça n'est pas décidé. Je veux dire, c'est une conversation en cours en ce moment avec, pour ce qui me concerne, un maître mot qui est la gauche ne peut y aller que rassembler le plus largement possible. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Et d'ailleurs, ce maître mot vaudra pour la présidentielle aussi. Il faut faire extrêmement attention. On ne peut pas se permettre de faire joujou, encore une fois, avec ces élections, dans un moment qui est quand même assez dur. Et on le voit, toutes nos démocraties sont chahutées, tentées par d'autres réponses plus autoritaires. Donc vous irez si vous pouvez faire l'union autour de vous. Moi, je travaille à cette union. C'est ce qui me semble le plus important aujourd'hui. Et puis ensuite, on va voir si le calendrier de ces élections tient aussi, parce que ça aussi, ça pourrait être une certaine insécurité sur le sujet, comme vous le savez. Mais bon, pour revenir à votre question,
c'est clair que dès lors qu'on est convaincu que l'action politique est au centre de ce qui permet de faire changer une société, c'est difficile de rester simplement spectateur de ce qui se passe. Et il y a quand même un appauvrissement ces dernières années, ces derniers temps, du débat public, de l'alternative qui est proposée aux Français. Et il faut absolument qu'on se retrousse les manches les uns et les autres pour aller plus loin, notamment s'appuyant sur cette société civile que j'évoquais à l'instant, faite aussi des entreprises. Merci Najat Vallaud-Belkacem. Je rappelle le titre de ce livre chez Librio, Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté. Et puis il y a aussi publié avec Sandra Laugier, La société des vulnérables, leçons féministes d'une crise. C'est chez Gallimard dans la collection Tract. Merci beaucoup. Merci à bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite dans Smart Impact, on vous aide à choisir une entreprise responsable.